Dans le village de Ndjamé, au cœur d'une région où les baobabs dressaient leurs silhouettes noueuses contre un ciel d'un bleu éclatant, la vie pulsait au rythme des saisons. À l'aube, les femmes pilaient le mil dans des mortiers en bois, leurs chants résonnant entre les cases aux murs d'argile rouge. Les hommes, machette à la main, partaient tailler les champs de sorgho ou réparer les filets pour la pêche dans la rivière voisine. Les enfants, pieds nus et rieurs, couraient entre les poules et les chèvres, leurs cris mêlés au vent chaud qui charriait l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Ndjamé était un lieu où la solidarité était une loi tacite. On partageait le feu, les récoltes et les espoirs d'un avenir meilleur. Au centre de ce tableau vivait Safi, une fille de 13 ans aux traits serrés et aux yeux perçants comme ceux d'un faucon. Safi était différente. Là où ses amis rêvaient de mariages fastueux ou de danses lors des fêtes de la moisson, elle passait ses journées à observer le monde. Elle aimait grimper dans le grand manguier près de la rivière pour regarder les pirogues glisser sur l'eau, ou écouter les griots chanter les exploits des anciens royaumes. Elle avait appris à lire grâce à son grand frère, Issa, qui avait étudié à la ville avant de revenir au village. Avec un bout de craie et une ardoise usée, elle traçait des mots, des rêves, des histoires qu'elle inventait sur les reines guerrières et les étoiles qui guidaient les caravanes dans le désert. Mais la vie de Safi n'était pas aussi libre qu'elle l'aurait voulu. Sa mère, Aïssata, vendait des beignets et des tissus au marché, partant avant le lever du soleil et rentrant à la nuit tombée. Son père, Samba, était un pêcheur souvent absent, parti pendant des jours sur les rives lointaines de la rivière. Safi passait donc beaucoup de temps seule, ou plutôt, sous la garde de tante Djenaba, une femme imposante au bracelet tintant et au rire tonitruant. Tante Djenaba n'était pas vraiment sa tante, elle était une amie de la famille, une veuve sans enfant qui avait toujours été là, comme une ombre bienveillante. Elle vivait dans une case à l'orée du village, entourée d'un petit jardin où poussaient des arachides et des piments rouges. Au début, Safi aimait aller chez tante Djenaba. La maison sentait le bois brûlé et le karité fondu. Tante Djenaba lui apprenait à tresser des paniers, lui racontait des légendes sur les esprits de la rivière, et lui donnait des galettes de mil encore chaudes. « Tu es une fille spéciale, Safi, » disait-elle en lui tapotant la tête. « Tu as le feu dans le cœur. » Safi se sentait vue, écoutée, presque précieuse. Mais un jour, l'atmosphère changea. C'était un après-midi lourd, où les nuages s'amoncelaient à l'horizon, promettant une pluie rare. Safi dessinait sur son ardoise, assise sur une natte dans la cour, quand tante Djenaba s'approcha avec un sourire étrange. « Viens avec moi, ma petite, » dit-elle en la prenant par la main. Elle l'emmena dans une pièce sombre à l'arrière de la case, un endroit où Safi n'était jamais entrée. Là, elle sortit une boîte en bois sculpté et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une amulette en cuir tressé, ornée de cauris. « C'est un secret entre nous, » murmura tante Djenaba. « Un pouvoir ancien. Mais tu ne dois en parler à personne, jamais. » Safi fronça les sourcils. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Tante Djenaba posa un doigt sur ses lèvres. « Parce que c'est sacré, et seuls les élus peuvent le porter. » Safi hocha la tête, mais une gêne s'installa en elle. Les jours suivants, tante Djenaba devint plus pressante. Elle lui demandait de revenir dans cette pièce, de toucher l'amulette, de répéter des mots qu'elle ne comprenait pas. Elle lui offrait des cadeaux, une étoffe brodée, des bracelets en perles, puis une petite lampe à huile neuve. « Tu es ma préférée, » disait-elle en lui caressant les cheveux. Safi souriait faiblement, mais son ventre se nouait. Quelque chose clochait. Elle aimait les cadeaux, mais ils semblaient venir avec un prix qu'elle ne voulait pas payer. À l'école du village, tenue sous un hangar en tôle par maître Diallo, Safi commença à changer. Elle, qui levait toujours la main pour répondre, restait silencieuse. Ses dessins sur l'ardoise devinrent sombres, des silhouettes floues, des rivières qui débordaient. Sa meilleure amie, Mariama, une fille vive aux nattes ornées de perles jaunes, le remarqua. « Safi, tu es bizarre ces temps-ci. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle un jour, alors qu'elle pilait le mil ensemble après la classe. Safi haussa les épaules. « Rien, je suis juste fatiguée. » Mais Mariama plissa les yeux. « Tu mens. Je te connais mieux que ça. » Le malaise grandit. Chez tante Djenaba, les secrets prirent une tournure inquiétante.
Un soir, elle demanda à Safi de s'asseoir près d'elle dans la pièce sombre et de fermer les yeux. « On va parler aux esprits », dit-elle d'une voix basse. Elle posa ses mains sur les épaules de Safi, trop fort, et murmura des incantations. Safi sentit son cœur s'emballer. Elle voulait partir, mais ses jambes refusaient de bouger. « C'est notre lien spécial », ajouta tante Djennaba en lui serrant les mains. Safi murmura un « d'accord », tremblant, mais elle avait envie de crier. Les nuits devinrent agitées. Safi rêvait de pirogues qui sombraient, de visages sans yeux qui la fixaient. Elle commença à éviter tante Djennaba, prétextant des corvées ou des leçons à réviser. Mais sa mère insistait, « Elle est gentille, Safi. Elle veille sur toi. » Safi se taisait, emprisonnée par la honte et la peur de trahir un secret qu'elle n'avait pas choisi. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau au puits avec Mariama, celle-ci la fixa longuement. « Safi, tu as peur de quelque chose. Je le vois dans tes yeux. Dis-moi, ou je vais le dire à ta mère moi-même. » Les larmes montèrent aux yeux de Safi. Elle lâcha le seau et, dans un souffle, murmura, « C'est tante Djennaba. Elle me fait faire des choses, des secrets qui me font mal. » Mariama écarquilla les yeux. « Quoi ? Raconte-moi tout. » Safi vida son cœur, tremblante, et quand elle eut fini, Mariama la prit par les épaules. « Il faut le dire à tes parents. Tout de suite. » Ce soir-là, Safi attendit que sa mère rentre du marché. Assise sur une natte, elle triturait ses tresses, le cœur battant. Quand Aïssata entra, épuisée mais souriante, Safi se leva d'un bond. « Maman, je dois te parler. » Sa voix tremblait. Elle raconta tout, l'amulette, les mots étranges, les mains trop lourdes. Aïssata s'assit, le visage figé. Quand Safi eut fini, elle la serra contre elle. « Ma fille, pourquoi tu n'as pas parlé avant ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « J'avais peur qu'on ne me croie pas », murmura Safi. Le lendemain, Aïssata et Samba allèrent voir tante Djennaba. Une dispute éclata, elle nia, criant à l'injustice, mais le village entier fut bientôt au courant. Les anciens convoquèrent une réunion sous l'arbre à palabres. Tante Djennaba fut interrogée, et bien qu'elle jurât n'avoir rien fait de mal, d'autres enfants murmurèrent des histoires similaires. Elle fut mise à l'écart, et Safi ne retourna jamais chez elle. La communauté veilla désormais sur elle, et peu à peu, elle retrouva sa joie. Ses dessins redevinrent lumineux, ses histoires chantèrent à nouveau la liberté. Mais elle garda une vérité en elle, les secrets qui emprisonnent doivent être brisés. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Safi ou de Mariama? Auriez-vous eu le courage de parler, ou pensez-vous que la peur du jugement aurait pu vous retenir? Partagez vos pensées ou vos propres expériences. Comment une amie, un parent ou un inconnu vous a-t-il aidé à surmonter un moment sombre?